démarrer. Donc voilà, ce webinaire, ce dernier webinaire de l'année organisé par CMJ et YouLoveWords, une agence de contenu dont Alexis, qui est avec moi, va vous parler, est consacré aux 10 tendances pour tirer parti de vos contenus sur Google en 2023. Hop. Moi, je suis Michel Beck, Customer Success Manager chez CMJ, et je suis accompagné aujourd'hui d'Alexis Chevalier, et je vais le laisser se présenter. Salut Michel, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis Alexis Chevalier. Je suis Chief Marketing Officer du coup donc chez YouLoveWords. Et avant de présenter très succinctement YouLoveWords, j'aimerais remercier Michel, Élise et tous ceux chez CMJ qui nous ont invités à participer à ce dernier webinaire de l'année. C'est un honneur pour moi d'y être invité et voilà, j'espère que ça va vous intéresser. On y a mis du cœur à l'ouvrage avec Michel et n'hésitez pas vraiment à poser effectivement toutes vos questions dans l'onglet questions. Et on prendra justement 10 petites minutes à la fin de notre intervention pour y répondre et puis surtout creuser le sujet de l'IA et de l'humain qui est vraiment, je pense, un sujet hyper intéressant. En tout cas, on a essayé de vous faire une présentation en ce sens. Donc, YouLoveWords, c'est la solution leader en content marketing. 3 chiffres vraiment pour vous présenter ce qu'on fait. Aujourd'hui, donc YouLoveWords, c'est plus de 150 clients. Donc on travaille avec pas mal de grandes entreprises, comme vous pouvez le voir avec les différentes références que j'ai ajoutées à la slide. On travaille aussi avec quelques scale-up, comme notamment Aircall. Dans notre ADN, la satisfaction client, c'est quelque chose d'hyper important et c'est quelque chose qu'on mesure au quotidien. Et on est également champion de la croissance, on est une entreprise championne de la croissance selon les Échos. Donc, si nos métiers vous intéressent, n'hésitez pas à les postuler, puisqu'on recrute aujourd'hui à tous les départements. Donc, voilà. Michel, je te laisse présenter du coup CMJ. Très belle présentation, merci Alexis. Effectivement, je vais présenter rapidement CMJ, plateforme d'optimisation sémantique qui vous aide tout simplement à mieux prioriser vos contenus, à mieux les optimiser en termes de référencement naturel et donc à bien développer vos plannings éditoriaux, vos stratégies de contenu. On voit qu'on se raccorde notamment dans ce webinaire avec l'activité du YouLoveWords. Et donc CMJ, en 2 mots, plus de 50 collaborateurs, 250 clients dans 15 pays et pas mal de références. Il y en a d'autres et un gros réseau de partenaires à l'international. On va tout de suite passer à la première tendance pour 2023. Et là, on le sait, puisqu'on a des bouleversements, on en a parlé au tout début du webinaire, l'arrivée de ChatGPT qui a par exemple un peu bouleversé notre plan dans la réalisation du webinaire et qui a un peu changé la donne. Et donc, une nécessité en 2023 et même en fin 2022, c'est bien comprendre l'IA et finalement son impact en SEO. Mais avant cela, de comprendre l'impact en SEO, déjà comprendre en fait c'est quoi l'intelligence artificielle. C'est un terme toujours un peu galvaudé, hein. On en a tous des notions vis-à-vis de tout ce qu'on a appris par exemple par le cinéma, par Hollywood et par toute la fiction. En fait, l'IA, comme on en parle nous, c'est de l'IA par modèle de langage, hein. C'est de ça qu'on parle, de la génération automatique de texte. Ça s'appuie, pour bien le comprendre, sur de la data en masse. C'est un modèle de langage qui va s'appuyer sur des bases de données, mais colossales. On va parler en dizaines de milliards de données sur lesquelles on va s'appuyer. Donc, mécaniquement, ça demande quoi pour traiter toute cette data? Ça demande une énorme puissance informatique. C'est pas avec votre ordinateur chez vous, avec mon ordinateur ici, ou avec un ordinateur conventionnel qu'on va pouvoir traiter ça. On va s'appuyer sur une énorme puissance qui va être capable de générer des textes pertinents, créatifs, en quelques secondes à peine. On ne s'en rend pas compte, mais il y a une puissance colossale dès qu'on déclenche un petit bouton intelligence artificielle. Et là-dessus, il va falloir que ça soit pertinent. Et donc, on va travailler, toutes les intelligences artificielles, ces modèles de langage, vont travailler à base d'algorithmes, puisque la puissance, c'est une chose, évidemment, mais apporter la bonne réponse à la requête qu'on donne, c'en est vraiment une autre. Et là, il y a bataille d'algorithmes derrière. Ils sont plusieurs entités à travailler sur les modèles de langage, et c'est à qui aura le meilleur algorithme là derrière. Donc, nous, chez CMJ, typiquement, on va travailler avec GPT-3. Vous en avez probablement toutes et tous entendu parler en 2022 de GPT-3. Nous ne sommes pas les seuls à nous appuyer dessus. Il y a d'autres modèles de langage. GPT-3 a un énorme avantage, c'est sa qualité et sa pertinence. Donc, pourquoi GPT-3? C'est important de le savoir. Generative Pre-trained Transformer 3. Il est apparu en mai 2020. C'est hier, c'était vraiment il n'y a pas longtemps. On voit que le bouleversement, il a été quand même important. C'est donc un modèle de langage
Et il y a une toute petite coquille sur ces slides, c'est 175 milliards de paramètres en réalité. Ça a été développé chez OpenAI. Alors, l'impact en SEO, il est important. L'avis de Google, en fait, surtout, finalement, là-dedans. Le SEO, c'est pas que Google, mais c'est quand même surtout Google. Donc, ça va être très important. Et cette citation de John Mueller, puisqu'au tout début de l'intelligence artificielle, on entendait attention, les guidelines de Google disent que l'intelligence artificielle, c'est interdit, vous allez vous faire pénaliser, ça va pas être autorisé. Et tout de suite, John Mueller, un grand apôtre, en fait, chez Google, et qui a tendance à prendre la parole sur un peu tous les sujets qui font bouger l'actualité SEO, a tout simplement dit que son sentiment était que de toute façon, on allait plus chez côté Google faire le focus, en fait, tout simplement sur la qualité par rapport à comment c'est généré. L'important, c'est évidemment la qualité générée. Ça va se raccorder avec le Google Helpful Content qui est en cours de déploiement depuis quelques jours. Et donc voilà, le sentiment de Mueller était que finalement, on allait très certainement très vite arriver à un mix entre la génération automatique par IA et l'humain. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure qui vous montrera à quel point c'est vrai et que cette citation, en fait, n'était pas qu'une anticipation, mais bien réelle. Alors, c'est important aussi avec l'IA parce qu'on voit tous beaucoup d'enthousiasme autour de l'IA et beaucoup d'effets bluffants. On en a vu beaucoup cette semaine. Il y a aussi des faiblesses, donc il y a des forces, évidemment, la rapidité d'exécution. Une IA, ça rédige des textes cohérents et informatifs en quelques secondes. J'ai fait des tests avant ce webinaire pour vous donner une idée. Dans notre plateforme CMJ, quand je clique tout simplement sur rédiger une intro d'environ 300 caractères, elle met 4 à 5 secondes à la générer. Je défie quelconque rédacteur ou rédactrice d'arriver à rédiger à cette vitesse-là, évidemment. Elle va rédiger des textes pertinents et on le voit en 2022, les IA de génération de texte produisent des phrases qui sont souvent très très cohérentes. Mais il y a une faiblesse, et cette faiblesse elle est vraiment importante, c'est que on a vu dans la slide de départ, les bases de données sont souvent datées. Typiquement, fin 2021 pour du GPT-3 ou du GPT-3.5 comme utilisé dans ChatGPT. Ça veut dire quoi? C'est que parfois, elles vont vous générer des informations obsolètes ou refuser de vous générer quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Parce que c'est bluffant, tout simplement, on l'a vu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, on va le revoir avec de l'expérimentation, parce que ça permet de meilleures performances SEO. Je vous montrerai très rapidement ça tout à l'heure, et parce que l'utilité de l'IA, elle est souvent mal comprise. On a des peurs, parfois on voit le pire, la disparition d'équipes rédactionnelles, etc., etc. C'est toujours comme ça dans les nouvelles technologies, on a tendance mécaniquement à voir un peu le pire, c'est pas le cas. On va voir pourquoi et comment ça va s'insérer en réalité. Alexis va beaucoup vous expliquer pourquoi ça va s'insérer intelligemment dans un arsenal rédactionnel. Et voilà, une technologie de pointe utile et pratique. Et j'ai parlé d'Helpful Content. Helpful Content, c'est important. Ici, vous avez une petite citation qui vous montre à quel point Helpful Content, ça change les choses en qualité. Et je vais vous raconter une anecdote avec cette slide. C'est pour ça que cette slide, elle est importante à la base. J'avais pas ce discours-là sur cette slide à l'origine, je l'ai changé. Pourquoi? Parce que nous avons chez CMJ une graphiste qui se charge de rendre les slides que vous voyez très jolis, et plus jolis que quand Alexis ou moi on les fait, on va pas se mentir. Et quand elle a vu cette slide-là, elle m'a mis un commentaire, en fait, notre graphiste, et elle m'a dit, parce qu'elle comprenait pas le GPT-3 plus CMJ, elle m'a dit, mais qui est l'auteur de la citation? Et voilà, ça disait tout. Elle s'est tout simplement fait avoir. Elle a cru que le contenu était la citation de quelqu'un. Non, c'était GPT-3 croisé avec les algorithmes de CMJ, tout simplement. Donc, je vous laisse apprécier la qualité de la citation là derrière. Et je vais laisser Alexis prendre la parole pour la partie expérimentation. Tout à fait. Merci Michel pour ces mots d'introduction. Je pense qu'on voit tous effectivement clairement ce qu'est GPT-3. Et donc là, l'idée, c'est de vous montrer très concrètement comment cela fonctionne. Alors, j'espère qu'on va pas avoir de problème de direct, parce que on le sait que parfois l'effet démo peut ne pas marcher. Mais j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc là, je suis dans la plateforme CMJ. Et l'idée, c'était de vous montrer concrètement comment la plateforme CMJ et GPT-3 peuvent nous permettre, en tant que rédacteur, content marketer, content manager, de nous aider en fait à rédiger du contenu. J'ai donc sélectionné un mot-clé principal qui m'importe beaucoup forcément, donc le content marketing. Et je vais vous montrer comment justement, en fait, ces algorithmes-là peuvent nous aider à créer du contenu. Donc là, je suis par exemple en panne d'inspiration. Je veux écrire un article sur le content marketing.
mais je ne sais pas quel angle je vais aborder. Donc, je vais tout simplement activer l'option ici de AI Writing et de cliquer sur la balise title. Donc là, il va y avoir un petit travail quand même de réflexion de l'algorithme. Et voilà. Et donc, très vite, en fait, on va me proposer ce titre-là. Content marketing, qu'est-ce que le marketing de contenu? Et donc, moi, c'est un titre qui peut me convenir. Et je vais tout de suite, en fait, demander à l'algorithme de me proposer un plan. Alors, c'est un plan qui peut aussi parfois être réédité par l'humain, puisque parfois il peut y avoir voilà, des éléments qui vont revenir. Ici, typiquement, qu'est-ce que le marketing de contenu? On le retrouve ici aussi. Mais si on regarde le plan, voilà, la stratégie de content marketing en 10 étapes, 3 exemples de campagnes de content marketing réussies. Qu'est-ce que le contenu marketing? Quelles sont les meilleures techniques pour améliorer le content marketing? Bon, on voit que globalement, c'est un plan qui se tient quand même plutôt bien, malgré effectivement, comme je le disais, un effort d'édition qui reste à la main du coup de l'humain. Si je continue, je peux également avoir une petite introduction concernant du coup cette partie-là. Donc voilà, le marketing de contenu est une stratégie marketing qui consiste à créer et à diffuser du contenu de qualité auprès de votre audience cible dans le but de générer un ROI. Ce contenu peut prendre diverses formes, articles de blog, infographies, books et vidéos. Donc, comme là, vous le voyez, c'est assez bluffant puisque la définition est exacte et ça me permet en effet d'avoir les prémices en fait, d'un article autour du marketing de contenu. Je pourrais également demander à l'algorithme de me proposer un glossaire qui peut être très bien en introduction pour bien spécifier les différents termes qui tournent autour du content marketing. Et donc là, encore une fois, vous le voyez, brand content, inbound marketing, création de contenu, etc. etc. Donc voilà, donc je m'arrête là sur la démo, mais tout l'intérêt, c'était de vous montrer concrètement comment ça fonctionne et à quel point c'est justement, comme le disait Michel, assez bluffant. Je vais laisser la main à Michel désormais pour reprendre la suite. Hop. Et donc l'idée, effectivement, ça va être de vous montrer sur ChatGPT comment on peut aussi interagir avec le chat. Donc ce qu'on se disait aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que vous nous proposiez directement dans le chat de Livestorm, une thématique, une question, par exemple, et qu'on va pouvoir poser en fait au chat GPT, et vous allez voir que justement c'est assez bluffant. Comme je disais, est-ce que tu vois bien mon écran, du coup, Alexis? Je vois très bien ton écran, en effet. Ok, super. Donc, si tu peux me transmettre ce qu'on me dit dans le chat, puisque je suis en plein écran, et s'il y a une idée qu'on peut tester dans le chat GPT. Alors, on a une thématique, par exemple, l'agriculture durable. Ouais. On a également la santé en 2023, le cancer du sein, le sous-titrage vidéo. On va prendre l'agriculture durable. Parce que la santé en 2023, comme on l'a dit, les bases de données sont arrêtées en fait sur les modèles de langage. Donc si on fait la santé en 2023 et on va le tester après, il va me répondre tout simplement qu'il ne peut pas traiter ce type de données a priori. On a plein de thématiques hyper intéressantes. Ah, mais cellules souches pluripotentes, tu vois. Mais je vais vous montrer, pardon, je vais pas vous demander, je vais vous montrer quelque chose après. Donc, on voit ici que ça fournit quand même des textes qui sont très, très, très pertinents. Si je vous fais la santé en 2023, on va voir que normalement, on est dans les limites, en fait. Voilà, vous voyez, j'ai pas mal testé, je l'ai pas mal pratiqué et je savais tout de suite ce qu'il allait me répondre. C'est très honnête, évidemment, mais voilà. C'est un modèle de langage qui est entraîné par OpenAI et son domaine de connaissance, il se limite à ce qui a été publié jusqu'en 2021. Vous allez retrouver exactement la même chose si, par exemple, vous travaillez en tant que SEO tout simplement sur des volumes de recherche et que vous lui demandez de générer des tableaux ou des idées thématiques ou des cocons sémantiques associés à des volumes de recherche. Il vous expliquera qu'il en est juste pas capable puisque sa base de données, elle a été arrêtée à un moment précis, c'est figé. C'est une des limites de l'IA, elle a énormément de qualité. Elle est capable de générer des textes très pertinents avec des phrases qui sont incroyablement justes, mais tout de même, ça reste des limites. Il faut l'entraîner en permanence et il faut l'alimenter en permanence. Je vous raconte juste une anecdote. L'IA s'appuyait, donc c'est GPT 3.5 qui alimente ChatGPT, c'est beaucoup appuyé sur Twitter pour aller chercher ces données et constatant cela, vous voyez la personnalité d'Elon Musk, il a tout de suite décrété qu'il allait plus leur fournir gratuitement l'accès aux bases de données de Twitter et que ce genre de choses allait devenir payante. Donc il va y avoir aussi des jeux qui vont se mettre en place par rapport à ça, par rapport aux accès aux données. Moi je voulais juste vous montrer quelque chose que j'avais préparé avant.
c'était de former un tableau de 5 sujets d'articles pour former un topic cluster sur une thématique véhicule électrique. Alors là, j'ai mis en colonne 1 la catégorie principale et en colonne 2 le sujet. Et ça va normalement vous montrer force et faiblesse aussi d'une IA comme celle-là. C'est tout simplement, vous voyez, elle va très bien le faire. Un SEO, ça va beaucoup l'aider notamment, ou même un content manager, ça peut beaucoup l'aider là-dessus. Ça donne des thématiques pertinentes. En revanche, quand je mettais cette requête-là hier dans le chat GPT, il me faisait un vrai tableau avec la colonne 1 et la colonne 2. Et aujourd'hui, il me le fait plus du tout. Donc il y a des choses qui changent un petit peu en temps réel et c'est intéressant en fait qu'on expérimente ça ensemble. Alexis, dans ce que tu as vu dans les propositions, il y a quelque chose qu'on pourrait encore tester pour conclure là-dessus et sur les tests? Parce que vous voyez qu'ici, hein, ça me donne vraiment des idées de sujets sur les catégories, les avantages des véhicules électriques, les coûts, les performances, la recharge, gamme de véhicules électriques, des choses qui sont vraiment intéressantes. Si je travaille sur du contenu, si je travaille sur un cocon sémantique ou un topic cluster de véhicules électriques, ça me donne quand même pas mal de premières idées de ce que je pourrais travailler. Ce que ça ne me donnera pas, c'est les volumes de recherche, ces choses-là. Vous savez que dans la plateforme qu'Alexis vous a montré, ben nous, c'est ce qu'on fait. Hein. L'IA, on la connecte à nos propres algorithmes et elle va travailler sur les mots-clés avec le plus d'opportunités en termes de volume de recherche notamment. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de bien utiliser l'IA. L'IA, il va falloir la raccorder soit à l'humain, soit à d'autres algorithmes, soit aux deux, en fait, tout simplement. Oui, en effet, je pense que pour conclure, on a vu des cas d'usage, mais on vous invitera après le webinaire. Ne nous quittez pas pour aller vous jeter sur OpenAI, mais vous allez pouvoir effectivement tester plein de choses comme celle-là qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Je vois notamment effectivement des sujets sur des balises HTML, etc. Ça peut également vous aider en termes de rédaction de langage de type code, HTML notamment. Et donc il y a plein de choses qui sont à tester. Donc franchement, moi je vous invite tous à aller essayer l'outil après, c'est quand même assez bluffant, quoi. Complètement. Je vois des choses intéressantes aussi dans le chat quand on parle de travailler sur du contenu à plus haute valeur ajoutée. Je sais qu'Alexis, tu as une formule par rapport à ça qui plaira beaucoup à la personne qui a dit ça dans le chat. Tout à fait. Donc là, je vous avais mis un screen un peu Ah oui. de la plateforme. Voilà, exactement. Donc sur l'outil directement SMJ. Mais on peut reprendre du coup la présentation, Michel, si tu le veux bien. Complètement. Et ça permet de voir effectivement comment la plateforme fonctionne et comment elle se raccorde à l'IA. Et donc, troisième tendance, en 2023, l'IA va devenir un atout incontournable pour les contenus courts et créatifs. Donc, les principaux atouts d'IA, finalement, c'est ça. Hein. Elle est particulièrement forte pour rédiger très rapidement des textes courts avec du sens. Ça veut jamais dire, par rapport à ce que j'ai vu, par exemple, passer dans le chat, qu'on va prendre ces textes pour argent comptant et qu'on va directement les publier comme ça. Bien sûr qu'il y aura la valeur ajoutée du rédacteur ou de la rédactrice qui va retravailler dessus, mais ça va aider énormément à tuer l'angoisse de la page blanche, l'angoisse du paragraphe blanc, etc., etc. C'est là que ça va être vraiment intéressant. Ça va être aussi génial pour travailler sur des thématiques dites généralistes. Donc c'est là qu'elle va être la plus forte, hein, généralement l'IA. Prenez le jardinage, l'automobile, comme je l'ai montré avec les véhicules électriques. C'est évidemment les thématiques sur lesquelles elle va trouver le plus de données. Partout où il y aura énormément de données, partout l'IA sera plus forte. Et elle est infatigable. Elle n'a pas d'angoisse de la page blanche, elle vous donnera toujours des idées, elle ne va jamais s'épuiser et elle répond tout simplement à toutes les sollicitations. Et on va passer à la partie 4. Et c'est toi, Alexis, qui prend le relais. Oui, tout à fait. Merci. Je vois déjà effectivement des questions, des inquiétudes sur l'IA qui va remplacer le métier peut-être de copywriter. Alors, on va voir que non, même si j'avais fait l'expérience avant ce webinaire. La semaine dernière, je me suis dit, tiens, je vais aller créer du contenu, des posts LinkedIn autour du content marketing et voir si déjà je me fais griller et si ça prend, on va dire, si ça a du sens, si j'ai des commentaires, des réactions, que ça. J'ai pas été suffisamment assidu pour qu'il y ait plus de réactions, commentaires, d'engagement, puisque vous le savez, l'algorithme de LinkedIn, il faut l'entraîner aussi régulièrement. Mais ce qu'on voit avec ce screenshot-là, c'est que le post LinkedIn, il se tient quand même plutôt bien. Il est plutôt engageant, intéressant. Donc, moi, j'avais demandé en fait directement à GPT-3 de me rédiger un post LinkedIn sur le content marketing et sur ses avantages et ses bénéfices pour les marques. Et donc voilà, il m'a proposé ce texte-là. Je l'ai quasiment pas retouché. J'ai rajouté quelques emojis, une phrase de fin. Mais franchement, encore une fois, là, on voit que c'est vraiment bluffant. Et c'est là où justement, en fait, ces algorithmes vont permettre de faciliter le travail des copywriters, des content marketers, des content managers. L'idée, c'est vraiment pas de remplacer l'humain, mais de le seconder.
Donc, le métier de content marketing, pour moi, va vraiment évoluer demain. Et de content marketer, on va évoluer à un métier de content stratégiste. Pourquoi cette affirmation? Parce que pour moi, l'IA va vraiment libérer, dans un sens, le métier aussi des content marketers, notamment sur certaines tâches qui sont soit chronophages, soit, comme je l'ai bien sûr appelé, tu le disais tout à l'heure, Michel, à faible valeur intellectuelle ajoutée. Ça, c'est des tâches effectivement que l'IA peut gérer. Les articles de type liste, des articles SEO qu'on connaît un peu tous, hein, les variations de copie pour des publicités, des idées de tweets, des idées d'articles, etc. Tous ces sujets-là où on peut avoir aussi parfois le syndrome de la page blanche. Et ben là, on peut directement demander à l'IA de nous filer un coup de main finalement. C'est aussi simple que ça, quoi. Le deuxième point, c'est que pour moi, l'IA va vraiment nous permettre de devenir meilleur, puisqu'il y a toujours des tâches que l'IA n'est pas en capacité de maîtriser, et je pense qu'à un horizon court moyen terme non plus, quoi. Le raisonnement logique, la capacité d'édition de l'humain, le fact-checking, un sujet dont on va se reparler, mais qui est hyper important, l'optimisation notamment d'un point de vue SEO, de l'analyse, etc. Tous ces sujets un peu plus poussés, on va dire, intellectuellement, sont encore loin d'être à la portée de l'IA. Donc ça va nous permettre, en tant que rédacteur, de nous concentrer sur du coup des sujets qui sont bien plus stratégiques, plutôt qu'effectivement de passer du temps sur des tâches chronophages. Et le dernier point, c'est que pour moi, le côté content stratégiste recouvre aussi le fait que dans le métier qui va évoluer, on va justement s'outiller de ces outils-là, de ces algorithmes-là. Ça va être vraiment des outils qui seront au service du content marketer. Je l'indique ici, hein, mais pour moi, c'est comme un sparring partner, quoi. Ça va être une nouvelle ressource en interne pour vous épauler. Ça va vous seconder aussi, voilà, dans ces fameux stages du coup à faible valeur ajoutée, et nous permettre du coup de développer une nouvelle compétence métier. On vient pas la remplacer l'humain, on vient le seconder, on vient l'accompagner pour qu'il se concentre sur des tâches, voilà, qui sont en plus forte valeur intellectuelle ajoutée. Voilà. Donc la tendance suivante, qui est une tendance aussi hyper importante, et je pense qu'on en parle déjà aussi un peu dans le chat, c'est vraiment de savoir faire face aux défis éthiques. Et ça, c'est une problématique qui est déjà apparue il y a quelques années avec les premiers outils, du coup, les premiers algorithmes d'intelligence artificielle. Et on a notamment, du coup, vu pas mal de dérives d'outils qui sont devenus racistes ou sexistes, voilà. Donc, ces fameuses dérives-là, ça nous montre notamment une chose, c'est qu'on va accorder beaucoup plus d'importance demain à la provenance des contenus, notamment avec ce risque, hein, qui a émergé depuis quelques années, des fake news. Il y a aujourd'hui, on ne peut effectivement pas vérifier si une information est authentique ou non. J'ai vu quelques questions dans le chat à ce sujet, mais comme on le disait tout à l'heure avec Michel, l'IA va vraiment se nourrir des contenus qui sont disponibles sur le web, qui peuvent être du coup des contenus faux. L'IA n'est pas capable de savoir si ces contenus sont véridiques ou non. En plus, elle peut se nourrir de contenus qui sont datés ou périmés. Donc attention à ces risques-là. Et c'est là où justement l'humain aura un rôle aussi de fact-checking pour s'assurer que les fake news ne prolifèrent justement pas à cause de ces solutions d'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est qu'une solution existe déjà. On va y revenir juste après avec Michel. Mais c'est tout ce qui est lié aux directives EAT de Google qui vont vraiment déterminer la pertinence d'un site et de son contenu. Et le dernier point qui découle de tout ça, c'est justement le fait de vérifier que les rédacteurs sont authentiques ou non. Je l'ai même indiqué comme des personnes réelles et crédibles, voire vérifiées. Le fait de pouvoir vérifier la véracité, ou en tout cas la crédibilité d'un rédacteur, ça va vraiment devenir un facteur de différenciation concurrentielle. Et on le voit notamment aujourd'hui, t'en parlais Michel tout à l'heure de Twitter, le sujet de la vérification est un sujet super important, puisque vous le savez, il y a toutes ces questions d'usurpation d'identité, etc., qui peuvent arriver. Et notamment dans ces problématiques justement de fake news, ça va vraiment devenir super important de pouvoir vérifier est-ce que cet article-là, il a été rédigé entièrement par une IA? Est-ce que, il a épaulé un rédacteur qui est pour le coup une personne réelle et crédible? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là éthiques dont il va falloir qu'on réponde dans les années à venir. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on voit, hein, il y a des outils en fait
de contrôle pour vérifier si le contenu a été généré par IA. J'en parlerai tout à l'heure par rapport à ce que tu dis ici dans ces slides qui est très intéressant. Effectivement, quand on s'appuie sur des bases de données, bah, certes, c'est très bien d'avoir une énorme base de données. Encore faut-il être sûr que tout ce qu'on trouve dans cette base de données est bien vrai, est bien vérifié. Et tout l'enjeu, il va être là. Hein, les meilleures IA, elles se distingueront par leur capacité à apporter une information authentique. Donc, effectivement, l'EAT est un enjeu capital là-dessus. Sixième tendance, ça va être d'identifier les thématiques clés sur lesquelles on va travailler. Et justement, c'est pour ça que je parlais un peu de l'EAT, parce qu'on va y revenir. En fait, ça va être un enjeu vital, hein, des secteurs et les thématiques. Pourquoi? Parce que si vous travaillez un peu en SEO, si vous avez travaillé notamment sur de la santé ou de l'argent, vous connaissez l'enjeu EAT. EAT, si vous ne connaissez pas, c'est Expertise, Authority, Trust pour Google, donc l'expertise, l'autorité et la confiance en fait dans un contenu. Ça fait partie de ce qu'on appelle le Your Money, Your Life en fait chez Google. Donc tous les contenus en fait qui ont trait, par exemple, à tout ce qui va concerner la santé des individus, la vôtre, la mienne, etc. Et aussi, tout simplement, tout ce qui est l'argent, donc la banque, l'assurance, etc., les cryptos, ce genre de choses, et évidemment, pas monitoré de la même manière pour Google que tout simplement la voiture d'occasion. Ça va être un peu différent. Donc le AT, ça demande beaucoup de guidelines différentes en termes de création de contenu, l'expertise, un auteur expert, validé, certifié, avec des ressources scientifiques, avec des liens vers ses publications, etc., etc. Il y a des sites qui sont très très forts là-dessus, et forcément, l'IA pour de l'EAT, on ne va pas forcément générer des textes purs EAT avec de l'IA, puisque l'IA n'a pas forcément d'autorité aux yeux de Google dans ce sens. En revanche, un expert qui travaille sur des contenus typés EAT pourra travailler avec de l'IA pour l'aider à rédiger plus vite et pour trouver plus facilement des idées. Donc, dans le sens toujours que défendait Alexis, du sparring partner qui va en fait aider à produire mieux et plus rapidement grâce à de l'intelligence artificielle. Et c'est ça vraiment la clé là-dedans, et ça va être beaucoup la très grande tendance de 2023, c'est de comprendre l'intérêt en tant qu'assistant. Donc, l'enjeu va être de bien identifier les thématiques porteuses et où est-ce que j'ai le plus intérêt à travailler avec l'intelligence artificielle, là où est-ce que je vais axer mes efforts, et à l'inverse, où est-ce que je dois plutôt rester prudent en fait dans l'utilisation, et surtout, comme on l'a dit et comme l'a dit Alexis dans la slide précédente, à extrêmement bien vérifier ces informations. Hein. Si on prend des secteurs sur lesquels les choses bougent beaucoup, je vais prendre l'exemple du crédit immobilier, typiquement, où les choses peuvent changer tout le temps avec les taux d'usure qui sont révisés, etc. L'IA va pas être une bonne solution pour trouver la bonne information. En revanche, elle va être une très bonne solution pour pouvoir générer des idées sur lesquelles après on va travailler. Et on va pouvoir utiliser l'IA pour faire des cocons sémantiques. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec ChatGPT. Hein. Je lui donne une thématique sur la voiture électrique. Il m'a tout de suite donné des idées de sujets. Il m'a tout de suite dit, voilà, l'autonomie, voilà, le coût, voilà, les gammes. Et pour un expert SEO ou pour un content manager qui va travailler sur des cocons sémantiques, ça va être très utile. Et encore une fois, là où ça va être à compléter par de l'humain, ce qui va être important, c'est de prendre ces thématiques, d'évidemment vérifier qu'il y a bien un intérêt des internautes par rapport à ça, qu'il y a bien de la recherche par rapport à ça. Ça, c'est ce que l'IA ne va pas nous donner, en tout cas ne va pas encore nous donner. Peut-être que ça viendra et ce sera intéressant de voir, mais on va encore beaucoup travailler là-dessus et décanter. Mais pour donner les premières idées, les pistes, pour des idées de contenu, c'est juste formidable, et ChatGPT est vraiment très impressionnant et change la donne, par exemple, par rapport à ça. Septième tendance, ça va être des contenus toujours plus pensés pour l'utilisateur. J'ai vu des questions passer dans le chat par rapport à ça, on les gardera peut-être à la fin, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt là-dessus. L'IA, elle va se confronter à de nouveaux enjeux. On va avoir une surveillance accrue des contenus autogénérés. Vous pouvez vous amuser tout simplement en allant sur le site originality.ai et vous allez pouvoir vous amuser à regarder sur des contenus sont générés ou pas par intelligence artificielle. Je vais vous en montrer un. Je vais juste partager mon écran rapidement. On s'est amusé, nous, chez CMJ, à faire ça. Hop, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran, Alexis? Est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit mon écran? Nickel. Ok, c'est nickel. Vous voyez, ce contenu, il est sur le site de CMJ, il est sur le blog « Comment l'intelligence artificielle révolutionne le SEO ». Et du coup, on s'est amusé, on a fait un sommaire, on a fait tout un contenu et on s'est demandé, en fait, en rédigeant une énorme partie de ce contenu, si Google, comment Google, finalement, allait réagir avec ce contenu, si on allait pouvoir le faire ranker. Vous avez vu, en fait, vous avez vu tout de suite
j'étais là, bah oui, il est là. Et sur IA Revolution SEO, bah, il s'est bien positionné en premier. Donc, ça a été une démonstration pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et donc, on s'est permis de le faire et de juste pouvoir vous montrer qu'en fait, on peut faire ranker assez facilement un contenu avec de la génération par IA. Mais pas que, il y a de la génération par humain derrière ce contenu. On a été smart en fait là-dessus, on n'a pas fait un contenu entièrement généré par l'IA. Et donc voilà. Et on va avoir évidemment, j'ai vu la question dans le chat, une intention utilisateur de plus en plus prédominante en SEO. Non, l'IA ne va pas forcément casser la notion d'intention utilisateur. On va toujours répondre à des questions précises, on va toujours apporter des réponses les plus précises possibles à ce que les internautes veulent. Et c'est là que se distingueront les meilleures équipes qui utiliseront l'IA avec les meilleurs rédacteurs ou rédactrices. Et slide 8, la tendance 8 des réticences de moins en moins fortes. Donc une utilité qui est maintenant de plus en plus perçue, hein, il n'y a pas de doute, et on l'a vu encore la semaine dernière, cette slide on l'avait fait avant, bah, finalement ça n'a fait que confirmer. On a des peurs légitimes de départ, c'est normal, je vous avoue que moi dans mon métier, en accompagnant pas mal de clients avec de l'IA et de la génération de texte dans notre plateforme, bah, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. On rassure très très vite, hein, ça sert très très vite aux équipes rédactionnelles qui envoient tout de suite et très rapidement l'intérêt. Donc c'est un véritable assistant d'écriture, et bien sûr, il y a des méfiances, comment tout ça va évoluer, mais à mon avis, dans le bon sens, à la vie d'Alexis aussi, et je pense qu'à la vie de beaucoup de gens aussi, parce que les barrières tombent peu à peu. Et en fait, l'IA, elle permet de se débarrasser des textes barbants et redondants. Je vais juste donner un exemple très rapide. Le Black Friday, c'était il n'y a pas longtemps. Vous savez tous que sur les sites, par exemple, de technologie ou d'autres sites, les offres Black Friday, ça met 200, 300 actus par jour, en fait, pour les équipes rédactionnelles. Je suis un ancien rédacteur, j'ai travaillé sur ces thématiques. C'était tout simplement horriblement barbant, en fait, de faire ça. Tous les rédacteurs et les rédactrices s'y retrouveront là-dedans. Ils savent à quel point c'est pénible, et quand vous avez ces thématiques-là et que vous pouvez par exemple rédiger sur la PlayStation 5 et directement avoir un texte qui a du sens, que vous allez pouvoir utiliser très facilement dans vos contenus, bah, ça vous dégage une charge mentale juste de dingue, en fait, tout simplement. Et dès qu'on est sur des choses comme ça, répétitives, mécaniques, etc., bah, l'IA, elle apporte vraiment un énorme plus et une énorme plus-value aux équipes rédactionnelles. Et voilà. Voilà pour ça. Et je crois que c'est à toi ici, hein, Alexis, tu reprends la main sur la 9e tendance. Exactement. Oui, tout à fait. Je vois qu'on a déjà beaucoup de questions. N'hésitez pas à les voter également. Vous avez la capacité de upvoter pour les questions qui vous intéressent le plus, puisqu'avec Michel à la fin, on aura, je pense, pas assez le temps de répondre à toutes les questions. Donc, on sélectionnera celles qui ont obtenu le plus de votes. Effectivement, 9e tendance, c'est plus d'importance accordée demain au contenu non SEO. Donc là, je vais prêcher quelques minutes pour ma paroisse, mais en effet, on l'a vu avec les contenus un peu barbants, on va dire d'un point de vue SEO, qui peuvent être rédigés par l'IA. Demain, il va devenir, vous l'avez vu, de plus en plus difficile de distinguer en fait un contenu qui va être rédigé par un humain d'un contenu rédigé par un algorithme. Et puis, en effet, on en parlait tout à l'heure, mais on est à GPT-3. Demain, il y aura la version 4, la version 5. Personne ne sait dans 10 ans comment tout ça aura évolué, mais en effet, je pense que on se dirige vers quelque chose qui devient de plus en plus difficile à différencier. Donc, pour moi, il va falloir en effet se différencier par d'autres types de formats. Et je pense qu'aussi, c'est là où la différenciation concurrentielle peut être intéressante. Je pense qu'il va devenir vital de produire aussi d'autres types de formats qui sont difficiles à copier, hein. Je pense notamment aux vidéos, même si peut-être que demain, des algorithmes produiront des vidéos de type motion design ou autre à l'appel comme ça assez facilement. Mais tout ce qui va être podcast, live streaming, le webinar qu'on est en train d'animer aujourd'hui avec Michel, ça c'est quelque chose qui n'est pas copiable par des algorithmes. Et je pense que ça apporte aussi énormément de valeur. Donc il faudra bien penser aussi à se différencier avec d'autres types de formats. Et comme on le disait, bah, l'IA n'est pas capable aujourd'hui d'interviewer des personnes réelles, voire de partager des expériences qui sont personnelles. Donc, ça va vraiment demander aux content marketeurs, aux content managers de produire des contenus qui vont avoir un plus fort effet de levier, qui vont être des contenus à plus haute valeur ajoutée, comme on se le disait justement avec ces webinars. Voilà. Ouais, pour compléter ça, hein, typiquement, il y a des clients que moi j'accompagne. Coucou à mon client Santé Magazine, hein, typiquement, qui travaille beaucoup ces contenus.
sur base d'interviews, d'experts, puisqu'ils sont dans une logique EAT, on en parlait tout à l'heure, mais ça les empêche pas du tout d'utiliser l'IA. Ils utilisent l'IA pour générer des chapeaux, pour générer des idées quand ils n'en ont pas forcément. Il n'empêche qu'effectivement, il y a toute la valeur ajoutée de leur travail de journaliste, des interviews, des sources sur lesquelles ils s'appuient, et les deux sont pas du tout incompatibles, au contraire, c'est totalement complémentaire en réalité. Donc voilà, fin de la parenthèse sur le travail journalistique qui est très important. Dans le futur, dans les développements, on aura GPT-4. Là, on a parlé de GPT-3 au début, qui est celui que nous utilisons dans la plateforme. ChatGPT vient d'arriver avec GPT 3.5 et on aura GPT-4 et un focus sur la qualité, la pertinence, une petite coquille ici, et un volume de données qui sera toujours plus important sur lequel s'appuyer, même si l'enjeu de vérification va être un enjeu hyper clé, évidemment. Donc, tout le monde va se concentrer sur la véracité de l'information et la qualité des textes produits. Ça va être un enjeu énorme. Mais ils auront mécaniquement besoin d'une base de données encore plus large. On va le voir après. Parce qu'on va avoir une concurrence qui va évidemment être de plus en plus forte. Il y a de gros enjeux là derrière. Donc, vous imaginez bien que côté Silicon Valley et pas que, les choses se mettent en place. On parle beaucoup là de OpenAI, on parle beaucoup de GPT-3, GPT 3.5, mais on a aussi des poids lourds, des mastodontes comme Microsoft et Nvidia qui travaillent sur le MTNLG et qui semblaient très bien partis pour prendre de l'ascendant. Et puis est arrivé ChatGPT derrière, donc qui vient de secouer la planète entière. Mais nul doute que les autres acteurs vont arriver très vite sur le marché avec leurs propres solutions. Et surtout, je vous avoue qu'on a changé cette slide avec Alexis en cours de semaine avec l'arrivée de ChatGPT, puisqu'il était écrit en fait à la base que les IA, elles n'étaient pas capables de mémoriser et que quand vous rédigiez un paragraphe, elles ne se souvenaient pas du paragraphe précédent. Du coup, on a fait des tests et on s'est aperçu un peu avec effroi que si ChatGPT, par contre, elle se souvient des textes précédemment écrits. Et donc, ça montre quoi? Ça montre l'évolution hyper rapide. On vous l'a dit, tout va bouger de plus en plus vite. C'est la preuve. En fait, on a une espèce d'effet méta là-dessus qui le montre bien. C'est que maintenant, vous rédigez un paragraphe dans ChatGPT, vous lui demandez ce qu'il a précédemment écrit derrière, il est capable de vous répondre, il se raccorde bien. Donc il a une espèce de mémoire, c'est pas une mémoire évidemment, c'est de l'intelligence algorithmique, mais ils sont capables de le faire. Donc ça commence à aller très loin. Et voilà, et c'est évidemment la 10e tendance, et c'est ce que je viens un peu de vous spoiler, c'est que tout va changer, et c'est génial, en fait, en réalité, pour les équipes rédactionnelles. Moi, j'adore la formule qu'Alexis a utilisée, qui se raccordait bien à une question, c'est la fin des contenus à faible valeur intellectuelle ajoutée. Et ça, je trouve ça absolument génial. On sait qu'en SEO, il y en a beaucoup, c'était ce qu'on appelait souvent les contenus purs SEO, qu'on ne rédigeait que pour Google. Cela, ça va être un peu plus difficile. Maintenant, on a le helpful content. Maintenant, on a l'IA. Et les deux arrivent à un moment, mais hyper intéressant, puisqu'ils s'entrechoquent, en fait, le helpful content et l'arrivée de l'IA. Et c'est génial, parce que c'est génial, ça donne justement toute la force de la puissance intellectuelle, ce que j'appelle moi l'intelligence rédactionnelle, généralement, quand je parle de ça à mes clients. Et on va aller vers des choses hyper intéressantes. Ça va tout simplement devenir une routine, parce que l'IA, elle est trop douée pour la recherche de titres, et le respect des guides de style et la rédaction d'introduction et de conclusion pourraient être négligés. C'est aussi une slide partagée avec Alexis, donc je vais le laisser décrire les deux paragraphes suivants pour ne pas trop parler. Ouais. Non, mais tout à fait, effectivement, pour quelques mots de clôture et de prospective sur l'avenir de ces outils-là. En effet, on le disait, mais ça va globalement devenir une routine dans la plupart des secteurs, des organisations. Notamment aussi parce que le coût d'utilisation est faible, notamment grâce au modèle freemium comme OpenAI. Mais surtout, je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment les barrières à l'utilisation. Voilà, vous l'avez vu, n'importe qui peut parler à ces outils et obtenir des résultats. Et c'est ça, je pense, qui est aussi très fort, c'est qu'on est dans une utilisation finalement assez basique d'une interaction, en fait, notamment grâce à ce chat, ce nouvel outil. On le voit, c'est très simple de l'utiliser. Donc, je pense que demain, ça fait partie des raisons qui font que ça va vraiment se répandre partout. Et pour terminer, on pense avec Michel, mais on se trompe peut-être, on verra ce que l'avenir nous dira, mais que ça va devenir vraiment partie intégrante des process de rédaction au sein des équipes, peu importe le niveau de travail, mais voilà, comme on le disait, ce sera un outil qui sera sous votre direction et pas l'inverse. Donc, ce sera vraiment un sparring partner qui va vraiment vous aider
dans vos travaux créatifs, dans votre rédaction, dans l'écriture de textes, de variations de copies, de publicité, de tweets, etc., comme on s'en parlait tout à l'heure sur notamment les contenus courts. Mais bon, c'est vrai que on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que pour conclure, et avant de prendre vos questions, c'est quand même un avenir, moi je trouve quand même assez radieux, puisque c'est vraiment des outils qui sont là aussi pour nous aider, et bien sûr pas pour nous remplacer, nous, êtres humains. Voilà, Michel, je ne sais pas si tu as peut-être quelques mots de conclusion. En Ouais, tout cas, moi j'ai été ravi du coup d'échanger avec toi là-dessus, et puis on va pouvoir aussi prendre des questions. ouais, j'avais envie de faire le parallèle au début quand on a parlé de la voiture autonome. Je sais pas si tout le monde se souvient des premières peurs avec la voiture autonome. La voiture autonome, elle est surtout venue de Google, hein. C'est pour ça que j'en parle. Je raccorde à une entreprise que nous connaissons bien, les Google Cars. En fait, à l'époque, qui avait fait un peu peur à tout le monde. C'était la fin des conducteurs. Il allait plus y avoir que des voitures autonomes sur la route. Quelle horreur, etc., etc. Panique morale de tous les côtés. Et en réalité, on voit que la voiture autonome, bah, elle n'a pas 10 ans plus tard, elle n'est pas sur la route, elle n'a pas remplacé du tout l'humain. En revanche, tout ce qu'on apprend de la voiture autonome s'insère en fait dans des aides à la conduite qui sont déportées après dans les voitures et qui assistent en fait les conducteurs. Et dans la logique de l'IA et dans la logique de l'IA dans les SEO, ben, on retrouve un peu cette même logique. Au début, on a des peurs, elles sont légitimes, et en fait, on voit qu'on les casse derrière parce qu'avant qu'une intelligence artificielle ait la puissance intellectuelle d'un humain, on va voir pas mal de temps passer. Voilà, c'était mes mots de conclusion. Merci Alexis. Et du coup, on va passer à vos questions. Parce que vous en avez plein des questions. Est-ce qu'on a des votes? Est-ce qu'on a des Il y questions en qui se a distinguent? énormément. Je pense que le sujet, en tout cas, intéresse beaucoup de monde. Euh, je vois une première question, moi, qui plutôt, je pense, de ton ressort, Michel, mais on peut être deux et répondre, mais c'est sur le sujet du duplicate content. Je pense que c'est effectivement une question qui est hyper Hmm. intéressante. Comment être sûr qu'il n'y a pas de duplicate content sur une autre personne qui va effectivement utiliser la même thématique. Si on prend l'exemple du content marketing, je pense qu'en effet, il y a ce risque-là. On l'a vu notamment sur des définitions hyper simples. Moi, j'apporterai une réponse qui est celle on va dire, du content marketing, qui est de dire qu'effectivement, l'IA n'est pas là pour moi, pour rédiger l'intégralité d'un contenu, mais bien là pour vous aider et puis vous permettre, en fait, après, d'éditer un contenu, quoi. Donc, en fait, ça va vous donner des pistes de réflexion, mais ça va pas, enfin, pour moi, en tout cas, hein, mais ça, c'est mon avis personnel, mais je pense que l'intelligence reste chez l'humain et c'est à l'humain, on va dire, de rédiger un article et d'avoir aussi son opinion. Et sur le sujet justement de l'opinion, bah, c'est que l'être humain qui peut avoir une opinion et non pas l'IA. Donc, je sais pas si Michel, tu as des choses à rajouter sur le sujet du duplicate, mais Bah, c'est la question qu'on m'a le plus posée, je crois, pendant que je faisais des onboarding à notre plateforme d'optimisation sémantique. Et quand on montre l'IA, automatiquement, cette question-là, elle vient très souvent. Est-ce qu'il y a un risque de duplicate content? Et nous, on a une réponse. En réalité, c'est très faible. Pourquoi c'est très faible? Tout simplement parce que l'intelligence artificielle, on l'a vu, par exemple, GPT-3, c'est 175 milliards de paramètres, c'est des bases de données colossales, c'est de l'autogénération. Il y a quasiment aucun risque de répéter deux fois la même chose, en fait, avec ces intelligences artificielles. Mais effectivement, derrière, il faut apporter la valeur ajoutée, il faut apporter la valeur intellectuelle ajoutée, la qualité du contenu, le tone of voice. Je sais que Alexis, chez YouLovers, vous êtes très sensible à ça. On va évidemment mettre ça en place. Peut-être parfois un petit peu d'humour. J'ai vu une question passer dans le chat par rapport à ça sur l'humour. Oui, l'IA maintenant est capable de faire du ton humoristique, mais est-ce que c'est drôle? Bah non, des tests que j'ai faits, ça l'est pas tant que ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Il y a des identités de marque, il y a des identités rédactionnelles, il y a vraiment des tons éditoriaux différents. Et au niveau du duplicate pur, les risques sont vraiment par contre très très faibles, sauf si, encore une fois, on utilise très mal l'IA et qu'on faisait juste de l'autogénération sans aller plus loin. On a une question... Voilà, je vais répondre à celle-là. Elle a eu 11 votes. Peut-on demander à l'IA de rédiger un texte de manière humoristique, par exemple? C'est super d'avoir cette question-là. Merci à son auteur ou autrice, parce que j'ai testé ça hier. Je me suis dit, est-ce qu'elle est capable? Et je lui ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, rédige-moi un texte humoristique sur l'intelligence artificielle.
Et je me suis dit, comment est-ce qu'elle allait se débrouiller en parlant d'elle-même? Et en fait, elle m'a rédigé un texte au début qui était un peu bateau, et elle termine le texte en disant mais il se passera encore un peu de temps avant que l'intelligence artificielle puisse puisse vous faire du café. Et donc, elle a vraiment essayé d'apporter de l'humour, elle a vraiment essayé de faire quelque chose de drôle. Ce qui est génial, c'est qu'elle a compris mon intention, elle a essayé d'y répondre, c'était moyen, mais elle est partie finalement sur une blague, un gimmick qui est très connu, qu'on utilise beaucoup, c'est ton iPhone, il fait plein de trucs, mais il fait pas le café, etc. Et elle est allée la chercher dans sa base de données. Je trouvais ça hyper intéressant, parce que ça montre que à terme, oui, elle sera probablement capable de raconter des blagues, et probablement des blagues beaucoup plus drôles que celle-là. Je te laisse choisir la suivante, Alexis. Ouais, peut-être deux questions, l'une de Louise et une autre de Mehdi qui peuvent effectivement se rejoindre, mais notamment sur le sujet de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur, etc. Est-ce qu'on mentionne l'IA si on a rédigé un contenu aidé par un algorithme? Je sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est vrai que c'est un sujet pareil où j'ai du mal à le savoir, quoi. Quel est ton avis, toi, Michel, là-dessus? Je suis pas sûr d'avoir compris ta question, en réalité, pour être tout à fait honnête. Alors, il y avait une question de Louis, c'est quand le contenu est créé par IA et retravaillé par un rédacteur, est-ce qu'il faut mentionner l'IA en auteur? Ah, mais ça, c'est les termes de licence de l'outil qu'on utilise. Si tu utilises un outil qui demande de le créditer, bah, probablement qu'il faudra le créditer. Actuellement, comme on l'a dit, et comme tu l'as très bien mentionné dans une de tes slides, ce sont des outils qui sont accessibles en freemium. Et pourquoi ils sont accessibles en freemium? Bah, parce qu'il y a une énorme guerre, évidemment, là-dessus, de quelqu'un une entreprise ou l'autre qui aimera prendre le lead. Est-ce que ça restera freemium à terme? Est-ce qu'il faudra mentionner l'IA à terme? En fait, tout ça, on ne le sait pas encore. Ouais, tout à fait. Euh, on a vraiment beaucoup de questions sur le duplicate. Alors, oui, je cherche des choses qui ne sont pas forcément générer des questions sur notre plateforme. J'aime bien, pour une même question, l'IA va-t-elle générer un texte inédit à chaque fois? En fait, ça rejoint un peu le duplicate, mais en réalité, oui, ça va jamais arriver. J'ai fait plein de fois le test de poser la même question à notre IA GPT-3 dans la plateforme CMJ ou sur ChatGPT. Jamais c'est deux fois le même texte. Ça n'existe pas, en fait. Elle est tout le temps en réinvention. Et en fait, comme je l'ai expliqué, parce qu'elle est sur une base de données énorme et que ces algorithmes, en fait, ont très peu de chance. Finalement, c'est comme quand vous jouez au loto. Très peu de risques, finalement, de gagner, parce que il y a tellement de possibilités qu'en fait, c'est quasiment pas possible. Elle, en fait, elle se base un peu sur la même logique. Elle a tellement de possibilités pour aller chercher qu'elle va toujours générer quelque chose de différent, même si c'est pas toujours très différent parce que l'information qu'on a demandé ou parce que la génération de la question fait en sorte que ça va apporter une réponse similaire. La tournure, le message sera jamais le même. Jamais le même deux fois. J'ai testé 10, 15 fois hier pendant les pré-tests de ce webinar et j'ai jamais eu deux fois le même texte. Alors, on avait une question aussi de Guillaume. Rédiger du texte via l'IA n'est-il pas contradictoire avec les guidelines de Google? On a un peu répondu. De créer des contenus de qualité orientés vers l'utilisateur. On ne doit pas écrire pour les robots, mais est-ce mieux d'écrire par les robots? Aussi bluffant que cela puisse paraître. C'est vrai que c'est une question hyper intéressante, quoi. Totalement. Mais en fait, on y a répondu dès le début du webinaire, hein. Dès le début du webinaire, on a mis la citation de John Mueller, hein, de Google, Jeff Miller, qui ouais. expliquait que pour lui, bah, l'enjeu, c'était pas ça. L'enjeu, c'était on apporte des contenus pertinents, et des contenus pertinents, ça peut tout à fait être un contenu qui est rédigé par un humain, assisté par de l'IA. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tant qu'on relie bien son contenu, qu'on apporte une réponse à une question que quelqu'un se pose, bah, Google, il va pas pénaliser ça. C'est ce qui va encourager. C'est tout l'enjeu du helpful content. C'est est-ce que la réponse apportée, c'est ce que l'internaute attend. En fait, tout simplement. C'est aussi basique que ça. Il n'y a pas d'autres inquiétudes à avoir de ce côté. En tout cas, à mon avis. Et en effet, il y avait aussi une question de Audrey. La force du rédacteur est plutôt sur l'esprit critique et l'orientation des idées pertinentes. Ma question, le risque n'est-il pas aussi de n'avoir que des contenus bateaux? Et finalement, je pense que Michel, on en revient à ce qu'on se disait sur le fait que justement, la force, et c'est exactement ça, Audrey, la force du rédacteur, c'est vraiment là-dessus, quoi, sur l'esprit critique, et c'est pourquoi l'IA n'est pas là pour vraiment remplacer le rédacteur, mais vraiment pour l'épauler, l'orienter, l'aider sur, effectivement, soit ce syndrome de la page blanche, soit avoir des textes, on va dire, à faible valeur ajoutée, qui vont nous permettre de nous concentrer
sur plutôt effectivement les sujets de réflexion, d'opinion, etc. Chose que peut pas aujourd'hui, en effet, faire l'IA, quoi. Voilà. La faible valeur intellectuelle ajoutée, la l'IA, elle est super forte, et la haute valeur intellectuelle ajoutée, là, c'est les équipes rédactionnelles qui prennent le lead là-dessus et qui l'utilisent en tant qu'assistant rédactionnel. C'est aussi simple que ça. Je regarde si on a une autre question qui a été bien votée. Alors, on a beaucoup de questions sur les duplicates, le danger d'avoir tout le monde les mêmes contenus. Encore une fois, c'est même si on se répète un peu, c'est tout l'enjeu, hein, c'est d'apporter la touche humaine, la touche rédactionnelle derrière, de se différencier. L'IA, faut vraiment l'avoir comme un assistant. Il y a une belle mise en abîme en fait avec les questions sur le duplicate, puisque vous faites tous du duplicate dans vos questions en réalité. Donc c'est assez drôle. Donc voilà, il y avait d'autres questions. J'aime bien celle-là. Si un humain ne sait pas faire la différence entre un texte rédigé par une IA et un humain, comment Google pourrait faire cette différence? À quand un web rédigé à 95% par des IA? C'est une question qui est vraiment intéressante pour le coup. Probablement qu'à terme, dans 95% des contenus qu'on aura sur Google d'ici 4-5 ans, on aura de l'IA qui aura travaillé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis. Si, complètement, mais comme on le disait, je pense que il y a notamment le fait que effectivement, ce soit enfin, que la barrière des coûts et de l'utilisation est tellement faible qu'en effet, je pense que pour certains médias, sites, etc., ça va devenir bah ouais, monnaie courante d'utiliser des algorithmes plutôt qu'effectivement de passer par des rédacteurs. Mais comme je le disais, je pense ça va notamment être justement l'opportunité pour les marques qui veulent se différencier de produire d'autres types de contenus, quoi. L'hégémonie de Google, effectivement, va peut-être ça me nuire, ou en tout cas peut-être qu'effectivement on va mettre l'accent sur davantage de contenus plus premium. On le voit même déjà sur les parts de marché de Google qui peuvent se réduire, notamment avec des plateformes comme TikTok où de plus en plus de jeunes vont directement poser une question sur TikTok plutôt que d'aller sur Google taper la question. Je disais même encore sur la recherche de produits en e-commerce, on va quand même principalement sur Amazon plutôt que d'aller sur Google pour rechercher un produit. Donc en effet, je pense que il va forcément y avoir un peu un switch qui va arriver sur des contenus qui sont principalement rédigés par des algorithmes et des contenus plus premium, plus qualitatifs, plus d'intelligence, plus d'interaction, plus de dynamisme. Contenu live aussi, notamment, qui se développe de plus en plus. Donc oui, il y aura forcément de plus en plus de contenus créés par des algorithmes, mais ça veut pas dire pour moi que c'est négatif. On peut toujours produire des contenus écrits, experts, dans lesquels on va intégrer des interviews, des opinions différentes, etc. Enfin, je pense que ça va aussi euh, vraiment, ouais, je sais pas, renforcer le rôle du rédacteur, enfin du créateur de contenu, et lui permettre d'aller voir plus loin que juste effectivement faire un contenu qui va répondre, on va dire, aux règles de base de Google, un contenu informatif. On va devoir faire des choses un peu plus poussées, mais je trouve que c'est pour le mieux, quoi. Comme effectivement la plupart des algorithmes de Google nous ont poussé à produire de meilleurs contenus. Keyword stuffing, tout ça, c'est terminé bien effectivement, on va se diriger vers des contenus de plus en plus intelligents. Et je pense que c'est positif, in fine, quoi. Ma réponse était peut-être un peu longue, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une vision qui est hyper intéressante pour l'avenir, quoi. Complètement. Je vais prendre une ou deux dernières questions, il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que l'IA peut nous aider sur des textes déjà rédigés? J'aime bien celle-là parce que je peux y répondre, notamment dans notre plateforme d'optimisation sémantique, dans CMJ. Notre équipe tech, elle fait un travail de dingue en termes d'intégration de l'IA. Donc, on va utiliser du GPT-3 d'un côté, mais on va le raccorder, par exemple, au plan de contenu
qui sont générées par les rédacteurs. Et on est tout à fait en capacité avec l'IA de la faire travailler en contexte. C'est-à-dire, vous placez le curseur, en fait, tout simplement en dessous d'un HN, vous allez travailler sur un H2, donc une sous-partie de votre contenu, et notre IA, elle va rédiger directement dans la thématique de ce HN, donc du titre, de cet intertitre, en fait, tout simplement. Donc oui, elle peut aider sur des contenus déjà rédigés, elle peut aider à reformuler des petites intros, des chapeaux, ce genre de choses. Donc c'est vraiment intéressant de l'utiliser comme ça. Et dès qu'on le montre, en fait, généralement, parce que les gens ne le perçoivent pas d'un coup, qu'on peut contextualiser par rapport à la position du curseur et par rapport au plan de contenu, ben, d'un coup, ça fait des effets waouh. Et rédacteurs et rédactrices, généralement, trouvent ça génial et vont se mettre à beaucoup l'utiliser par rapport à ça. Donc oui, on peut l'utiliser dans les optimisations et autant que dans les créations. J'en prends une là de Damien Marx. Très bonne question, Damien. J'ai un peu répondu tout à l'heure. L'IA pioche les infos sur le web, des infos qui ne lui appartiennent pas. Est-ce qu'il ne s'agit pas de plagiat et quid des droits d'auteur? C'était ce que je disais en fait pendant le courant du webinaire avec ce qui s'est passé côté Elon Musk. J'ai expliqué qu'en fait ChatGPT a basé une grande partie de sa base de données sur de l'extraction de tout ce qui était passé sur Twitter ces dernières années. Et ça n'a pas beaucoup plu à Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter. Il n'y a pas grand-chose qui lui plaît en ce moment, Elon Musk. Mais il n'a pas aimé ça. Et donc, pour lui, en fait, tout simplement, il faut que OpenAI paye en fait pour ça. Il y a une certaine ironie là-dedans, hein, puisqu'Elon Musk fait partie à la base des fondateurs d'OpenAI. Hein, il a quitté la fondation. Donc c'était assez drôle de voir ça. Mais bien sûr, il va y avoir ces enjeux-là. Plus il y aura d'IA, plus elles iront piocher des données quelque part. Plus il y aura probablement des verrous qui se mettront en place pour aller récupérer l'argent qui sera généré grâce aux IA, parce qu'il est évidemment logique que ce type de réaction se mette en place. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis. Je pense que tu es d'accord. Ouais, non, mais complètement. En effet, ça pose énormément de questions. La preuve avec toutes les questions qu'on a eues sur le chat. Mais voilà, je pense que Michel, comme moi, aujourd'hui, ne savons pas vers quoi, en fait, ces algorithmes vont aller. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça reste des outils d'aide à la rédaction, qui peuvent être hyper utiles, pour des rédacteurs, pour des marques. Et je pense que c'est aujourd'hui ça qui est le plus important. Bien sûr, effectivement, toutes ces questions éthiques, de droits d'auteur, etc., vont se poser. Mais comme d'habitude, je pense que le législateur ou les marques, etc., feront en sorte, ou même des fondations, etc., comme on en parlait, feront en sorte que ces sujets soient abordés et puis soient traités, quoi. Mais en tout cas, ça ouvre effectivement un champ des possibles qui est gigantesque, quoi. Complètement. Et le temps Je pense qu'on peut filant, conclure, hein, Michel. voilà, Exactement. on va conclure, on va se dire au revoir ici. Il y a des questions, hein, notamment sur la plateforme, sur les tarifications, ce genre de choses. N'hésitez pas à contacter les personnes en charge du chat de notre côté CMJ, etc., par rapport à ça. Et si vous avez des besoins en termes de contenu, n'hésitez pas à faire aussi appel aux experts de You Love Words, très expérimentés. Nous travaillons aussi avec eux, on les connaît bien, donc voilà. Oui. Et je vais laisser, du coup, moi je vais vous laisser là, vous souhaiter une très très bonne journée, passez de très très bonnes fêtes, et je vais laisser le mot de la fin à Alexis. En effet, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas effectivement à contacter CMJ qui est un partenaire du coup You Love Wars. Voilà, on travaille ensemble sur pas mal de contenu justement et donc n'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas à visiter nos sites, n'hésitez pas également à aller lire nos contenus. On est tous les deux producteurs de contenu aussi sur nos blogs. On produit plein de contenus experts aussi qui ont pour objectif de vous faire monter en compétence sur nos sujets du SEO et du content marketing. Donc n'hésitez pas à aller vous abreuver de ressources pour le coup rédigées par de l'humain. Voilà, et puis effectivement, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions à nos mails, comme vous pouvez le voir sur l'écran, ou directement sur LinkedIn. On reste tous les deux disponibles pour vous tous. Merci en tout cas à tout le monde. Merci à toutes et à tous, bonne journée.